les rappels de la mise en place de différents médicaments au cours des années. Le Varroa est arrivé en France en 82 et on a eu différents médicaments qui se sont succédés avec, comme vous le savez, la mise en place plus ou moins rapide de problèmes d'efficacité associés donc à une mise en place d'une résistance de la part de la cible, tout à fait classique dans les traitements. Lorsqu'on met en place une pression de sélection avec un acaricide sur un insecte cible, eh bien, il va s'adapter. Et cela a été le cas plus ou moins rapidement suivant les molécules. Et donc aujourd'hui, on est actuellement dans une période où on se rend compte de la mise en place d'une résistance pour l'amitrase, bien que celle-ci ait demandé beaucoup plus de temps que pour d'autres médicaments et qu'elle soit assez progressive. On a globalement l'explication, on était déjà hier, des intervenants ont présenté des choses sur le fonctionnement de la sélection. Pour rappeler, le principe de la sélection, c'est par rapport à une distribution de différents niveaux de, par exemple, sensibilité à un médicament d'une population, le fait de traiter va faire une sélection des individus les plus résistants. On appelle ça donc une pression de sélection et au fur et à mesure des années, on sélectionnera uniquement les varrois les moins sensibles, ce qui nous amènera à une situation d'échec des traitements. Donc on a voilà, classiquement, cette représentation-là du principe de sélection, ça peut être intéressant de préciser tout de suite qu'on distingue différentes façons de gagner une résistance aux médicaments. La façon la plus classiquement connue par le grand public, c'est la dernière en bas à droite de la diapo, c'est la mutation de la cible, un peu comme une serrure qui fonctionne, une clé qui fonctionne pour une serrure bien particulière. Certains médicaments vont agir sur un site particulier d'une protéine particulière de l'insecte cible. Il suffit de muter légèrement la serrure pour que la clé ne serve plus à rien. C'est des mutations assez faciles à obtenir et facilement transmissibles à sa descendance. Ça a été notamment le cas pour les résistances au tofluvalinate, qui sont mises en place rapidement et qui sont faciles à transmettre à sa descendance. Par contre, il y a d'autres façons d'acquérir une résistance. Ça peut être par le comportement, le fait d'éviter le médicament parce qu'on le ressent et qu'on l'évite. Physiquement, ça peut être une façon de résister. À l'inverse, on sélectionne l'abeille avec un comportement de nettoyage qui lui permet de plus ou moins résister au varroa. Donc ça, c'est pour ce qui est du comportement. On peut aussi avoir des adaptations physiologiques ou métaboliques. Par exemple, le fait d'avoir la peau plus épaisse. Une cuticule du varroa plus épaisse peut protéger contre le médicament. Ou le fait d'avoir une capacité de détoxifier ces cellules lorsqu'elles sont empoisonnées, ça peut aussi aider le varroa à résister à un médicament. Et c'est plutôt ces voies-là de résistance qui sembleraient, d'après les hypothèses des scientifiques actuellement en lice, qui sembleraient expliquer que le varroa résiste maintenant de mieux en mieux à l'amitrase. Pas tellement à cause de la mutation de tel pore membranaire de telle cellule, mais plutôt parce qu'il est capable d'ingérer une plus grosse dose de médicaments et de s'en sortir quand même. Donc ça, c'était pour revenir sur les basiques. Et puis maintenant, je vais présenter un peu ce que nous avons vécu en Grand Est. Ça fait quelques années que les apiculteurs viennent vers nous pour nous dire qu'à leur sentiment, d'après leurs observations terrain, ça marche de moins en moins bien à la mitrase. J'ai toujours eu du mal à les croire sur parole, et lorsque je faisais des tests sur un rucher d'expé, j'ai rarement vu de problème avec la mitrase. J'ai toujours pu vérifier sur le rucher que je testais que ça marchait très bien. Donc on a eu voilà, une période d'échange sur cette question-là où on n'était pas sûr que ce fût plus ou moins réellement le problème d'une résistance, mais on a globalement réussi à affiner notre connaissance du problème. On va rentrer dans le détail, mais on a ici une diapo qui présente les pertes de ce printemps. Beaucoup de pertes dans le nord et dans l'est de la France. Et donc on a eu le téléphone qui a pas mal sonné pour nous dire qu'on avait des hécatombes de ruches. On a fait une petite enquête rapide en parallèle de l'enquête nationale qui malheureusement ne nous permet plus d'avoir les chiffres. Ils ne nous transmettent plus les chiffres, donc on est obligé de refaire en parallèle une enquête à nous pour avoir des chiffres intéressants et pouvoir faire ce genre d'analyse. Et on a constaté qu'effectivement, comparé à la moyenne décennale sur la décennie 2010-2020, où normalement on perd en hiver environ 13% de nos ruches, ce printemps on était plutôt au double. Donc des surmortalités sur le printemps 2025. Et notamment, on a observé qu'on avait un décrochage du taux de survie des ruches traitées à la mitrase par rapport à la décennie de 2010-2020. En général, 90% des ruches traitées à la mitrase survivaient à l'hiver. C'était le médicament associé au meilleur taux de survie chaque année, pendant 10 ans.
Et cette année, c'est plus du tout le cas. On a un décrochage avec seulement 60 à 80% des ruches qui survivaient à l'hiver lorsqu'elles avaient été traitées avec la mitraze, alors que pour les autres médicaments utilisés, il n'y avait pas ce décrochage. Donc ça va dans le sens de l'hypothèse. Effectivement, le problème de l'efficacité du médicament à mitraze, des médicaments à base de mitraze, semble être une des pistes qui explique cette surmortalité. Alors je rappelle aussi que chez nous, la mitraze, c'est 80% des ruches qui sont traitées à la mitraze. Donc depuis 20 ans, 30 ans, donc ça fait quand même un usage massif, très monothérapie, donc on s'attendait à voir le problème arriver un jour. Et donc les hypothèses principales pour expliquer ces fortes pertes sont associées à une combinaison entre cette perte d'efficacité de la mitraze, mais aussi les problèmes de disponibilité alimentaire à l'automne et de frelons asiatiques qui commencent vraiment à poser des problèmes dans toute la région, Lorraine, Alsace, et qui a aussi joué son rôle pour affaiblir les colonies à l'hivernage. Donc ça, c'était le constat de ce printemps. Donc on semble effectivement de plus en plus concerné par ces problèmes de résistance. Et pour répondre à ces questions, ça fait depuis 2023 qu'on est sur un programme de suivi. Ça veut bien? Non, ça veut pas. Ça veut plus pile. Bon, bah, je vais le faire à la main. On est sur un projet depuis 2023. On a une dizaine ou douzaine d'apiculteurs par an qu'on va suivre. Sur un rucher qui nous met à disposition, on fait des tests d'efficacité des médicaments. Et l'objectif, c'est de faire un état des lieux de la résistance de ces ruchers-là et de faire un bilan utile pour l'apiculteur, pour lui donner des informations sur où il en est sur telle et telle résistance à tel et tel médicament et l'aider à choisir le bon pour l'année en cours. Et enfin, on se disait qu'en faisant ça plusieurs années, on aurait en même temps un suivi de l'évolution de ce niveau de résistance en fonction de la stratégie de l'apiculteur. Et donc je vais vous présenter rapidement des résultats sur ces 3 points, parce qu'on a réussi à obtenir à peu près ce qu'on voulait. Et vous avez en photo le test de sensibilité appelé le test de Pettis, qui est un des 2 moyens d'approcher de la question de la sensibilité que nous avons mis en place. Donc c'est assez simple, on prend un échantillon d'abeilles, comme pour faire un VP100, mais on ne tue pas les abeilles, on ne les lave pas tout de suite. D'abord on les met pendant 24 heures à l'étuve, avec un bout de carton sur lequel on a mis un sucre et un bout de médicament. Entre le doigt du gant et le sucre, il y a un bout de lanière d'une certaine surface. On met ce bout de carton dans le pot, on laisse à température 25 degrés pendant 24 heures et on compte le nombre de varrois qui sont tombés au fond du pot, grillagés, sur la boîte de pétri en dessous. Et on va vérifier par un lavage combien de varrois ne sont pas tombés. Et on a un pourcentage de varrois qui sont tombés par rapport à la population totale de varrois de l'échantillon, ce qui nous renseigne sur l'intensité d'efficacité du médicament. Et ce test est-il prédictif de la réalité du terrain? Et en fait, oui, il est assez corrélé avec les observations de terrain qu'on fait par après. En faisant le VP100 du rucher avant traitement et après traitement, on arrive à estimer à la louche, avec un modèle mathématique, quel était le niveau d'intensité de l'efficacité du traitement. Et c'est effectivement très corrélé avec le test prédictif qu'on a fait au préalable, donc au laboratoire. Et pour terminer, on utilise un deuxième test de sensibilité pour doubler un peu les mesures avec le laboratoire Apinov. On envoie du couvain infesté, on choisit les ruches les plus infestées, on prend un cadre, l'équivalent d'un cadre de couvain réparti sur 5-6 ruches du rucher, on envoie au labo, ils prennent les varrois du couvain, ils les mettent dans des boîtes de pétri avec des doses de médicaments contrôlées, ils font le même test, combien meurent en 24 heures, combien ne meurent pas, et ils nous renvoient aussi des pourcentages d'efficacité, enfin des pourcentages de mortalité, que l'on interprète comme étant un niveau de sensibilité. Alors, j'espère que j'ai été clair. Juste pour clarifier peut-être encore, j'ai ici une photo à gauche donc, de mes boîtes de Pettis avec donc, des abeilles, un numéro d'apiculteur. La boîte de pétri, vous voyez plein de points noirs parce qu'il y a plein de varrois qui sont morts. On compte tout ça. Les abeilles vivantes avec les varrois vivants, on les lave et on fait le ratio entre ce qui est mort et ce qui n'est pas mort. Et en laboratoire, avec la boîte de pétri et des doses plus précises, ils font à peu près un protocole semblable. Et on interprète cela selon une échelle de sensibilité ici. Pour simplifier, on fait 3 couleurs, 3 niveaux. Soit il y a plus de 70% des varrois qui meurent et on est en zone verte, c'est cool, on va pouvoir utiliser les médicaments. Soit il y en a entre 40 et 70% qui meurent, c'est une zone orange intermédiaire où la résistance n'est pas totale mais quand même commence à être importante. Et la zone rouge, c'est lorsqu'il y a moins de 40% des varrois qui meurent pendant le test. On estime que là, on va rentrer dans une difficulté à utiliser cette molécule pour réaliser un traitement efficace.
Donc on a fait ce travail sur 3 années seulement, on va continuer, et on a un suivi donc, en parallèle des investigations avant et après traitement pour corréler avec la réalité du terrain. Alors, je vous présente rapidement ici un tableau de couleurs. Vous avez 16 apiculteurs rangés en ligne, et puis les colonnes, c'est les années 2023, 2024, 2025, pour la mitraz à gauche et le tofluvalinate à droite. On ne va pas rentrer dans le détail, ça ne vous intéressera pas. Par contre, on peut voir qu'il y a peu de verre. Il y a peu de ruchers dans lesquels on a trouvé une sensibilité équivalente à la zone verte, où a priori on est sensible aux médicaments. Alors on n'a pas choisi des ruchers au hasard, on allait chez les apiculteurs qui nous avaient dit « chez moi, j'ai des problèmes, ça ne marche plus ». J'ai dit ok, on va venir voir ça, et effectivement je confirme que d'après les tests labo, on observe des problèmes de type varroa dans la zone orange, voire dans la zone rouge, et donc des difficultés à utiliser tel ou tel médicament pour réaliser son traitement de fin d'année. Donc ça, individuellement, on fait des retours aux apiculteurs qui leur permet d'avoir des informations sur là où ils en sont, et donc du coup les guider dans le choix du médicament de l'année. Et c'est pas tellement utile maintenant aujourd'hui de faire le détail des uns des autres, mais on remarque surtout qu'il y a des apiculteurs qui sont à rouge aux 2 molécules en même temps. Api 7 2025 par exemple, ou Api 15 en 2025, ou Api 16 en 2024, ils sont rouges aux 2 molécules. Alors, des apiculteurs qui ça fait 30, 40 ans qu'ils traitent avec la mitraz, et des fois certains apiculteurs n'ont jamais traité au tofluvalinate, et pourtant leurs varrois sont quand même assez résistants au tofluvalinate, même s'ils ne l'ont jamais vu. Donc on avait ce genre de résultats assez curieux, assez embêtants. Et ça a invité les apiculteurs à changer leur fusil d'épaule, passer au bio, passer à l'encagement, passer à des méthodes complémentaires. Et ça fera à peu près l'objet de ma seconde partie de la présentation. Pour l'instant, je vous présente ces résultats et je vais surtout vous présenter un suivi pluriannuel. Chez certains apiculteurs, j'ai des données valides sur 3 années. Pas beaucoup, parce que j'ai eu des problèmes, des fois pas assez de varroa pour faire mes tests. Zut alors, du point de vue de l'apiculteur, tant mieux, mais de mon point de vue, c'est un problème, il y a un trou dans ma raquette. Mais on a apiculteur 7 et apiculteur 3 qui nous ont donné des données sur les 3 années. Donc c'est assez chouette et on va pouvoir regarder ça en détail. Et vous avez ici, hop, normalement il devait y avoir une animation pour mettre un graphique après l'autre, mais bon, c'est pas grave. Vous avez ici un graphique à gauche qui montre l'évolution de la sensibilité à la mitraz, et à droite au tofluvalinate sur 3 années. Alors on est parti de 2 ruchers, donc c'est les mêmes ruchers à gauche et à droite. On a fait sur les mêmes ruches les tests sur les 2 molécules. Et on avait une situation en 2023 chez 2 apiculteurs qui sont voisins, ils font à peu près la même stratégie de traitement, c'est presque des réplications du même rucher, même si c'est des ruchers voisins de quelques kilomètres. On avait une situation, on était dans la zone rouge ou la zone orange pour le rucher bleu et le rucher rouge en 2023, pour la molécule amitraz. Après 20 ans de bons loyaux services, on leur a proposé, ils s'étaient proposé d'alterner avec un autre médicament, et on avait commencé le suivi à la base pour accompagner nos apiculteurs qui voulaient changer de médicament et alterner pour les aider à voir comment ça évolue, est-ce que ça marche ou pas. Donc première année, on remarque effectivement la mitraz, une efficacité très mauvaise dans le test en laboratoire, donc a priori on faisait l'hypothèse que ce ne serait pas le bon médicament pour l'année en cours, et ils ont utilisé autre chose, tofluvalinate. Et l'année suivante, on a refait le même test sur les mêmes ruches, dans les mêmes ruchers. On a remarqué que ça avait remonté un petit peu. Pour l'apiculteur en bleu, ça avait remonté pas mal. Pour l'apiculteur en rouge, ça n'avait pas vraiment remonté, c'est presque stable. Et ils ont traité à nouveau, fin de 2024, avec autre chose, flumétrine, bévarol, même famille que le tofluvalinate. Et on remarque que 2025, ça avait encore remonté, cette fois-ci assez nettement pour les 2. Et on est revenu à des zones plutôt vertes. On est au-dessus de la barre des 70%. Donc a priori, 2026, on pourrait imaginer qu'ils peuvent retourner à la mitraz après 2 années d'alternance, dans le cas particulier de ces 2 ruchers. Alors, je ne suis pas capable de vous dire si c'est un cas général qu'on pourra généraliser à tous nos ruchers, mais en tout cas, sur ces 2 premières observations, on lève un peu le voile du mystère, on regarde un peu ce qui se passe sous le tapis, et on voit que 2 années de pause de la mitraz semblent, dans leur cas, permettre de revenir à cette molécule pour l'année suivante. Donc ça, c'est des premières mesures de la vitesse de réversion de la résistance, donc retour à l'état normal. Et c'est plutôt encourageant parce que c'est assez rapide. On aurait pu craindre que ça mette des années et des années. Là, ça a mis 2 ans pour partir d'une situation mauvaise et revenir à une situation correcte. Alors j'espère que l'année suivante, l'année prochaine, s'ils traitent à la mitraz, ça ne va pas replonger directement dans les profondeurs du graphique. On verra ça, je vous tiendrai au courant. On va essayer de faire ce suivi sur plusieurs années. Mais ce qui est marrant de regarder, c'est comment ça évolue sur l'autre molécule en parallèle dans les mêmes ruches. On est parti d'une situation où globalement, c'était autour de 60-70% de mortalité pendant le test dans le pot de Pétis.
Et après 1 an d'utilisation de la molécule tofluvalinate, on est passé autour de 50-60%, donc ça avait déjà un peu baissé. Et après avoir utilisé la flumétrine, donc molécule de la même famille que le tofluvalinate, ça a aussi impacté fortement la sensibilité à cette molécule tofluvalinate. Donc il y a bien confirmation de l'existence d'une résistance croisée lorsqu'on utilise 2 pesticides de la même famille. Ben oui, ça va aider à acquérir une résistance à tous les pesticides de la famille. Et on voit bien aussi la rapidité avec laquelle la résistance au tofluvalinate se met en place. Il est connu normalement de tous les apiculteurs qu'il ne faut jamais utiliser 2 fois de suite le tofluvalinate ou la flumétrine, ou même enchaîner la molécule tofluvalinate avec la flumétrine, parce que c'est la même famille, donc c'est tout à fait déconseillé. Mais comme ils étaient coincés au niveau de la mitrase et qu'ils ne voulaient pas passer en bio, ils se sont dit, bon, on va quand même faire ça, même si ça risque de ne pas être assez efficace. Donc ça, c'est vraiment à peu près ma plus belle diapo, là où j'ai eu plus de travail pour faire cette diapo. Donc ça nous confirme quand même des choses qu'on connaissait déjà, ça n'apporte pas forcément des choses nouvelles, mais ça remesure dans un contexte local et actualisé la vitesse avec laquelle on gagne ou on perd une résistance à un médicament. Et ça nous montre bien que cette fameuse histoire de il faut alterner les médicaments pour ralentir la mise en place des résistances, c'est concrètement relié à quelque chose de réel. Donc on en parle depuis longtemps, il faut alterner. Je vous confirme que oui, il y a intérêt à alterner pour préserver l'efficacité des médicaments. Et on va continuer à suivre ces apiculteurs et les autres pendant quelques années, essayer de voir comment le fait de choisir telle ou telle solution de traitement, est-ce que quand on passe par le formique ou quoi, ça évolue plus ou moins vite. On verra, il y en a plein d'hypothèses, plein de choses à observer. Et ce qu'on cherche aussi à se faire, c'est de relier d'une manière un peu simple, un peu simpliste, quelque chose entre la prédiction du test qui se fait donc en amont au mois de juillet, quand c'est très infesté, avant traitement, je prends des varrois et des abeilles, je fais un test au labo. J'ai une prédiction, est-ce qu'on est dans la zone rouge, orange ou verte du médicament? Et en fait, a priori, c'est assez bien relié avec l'efficacité réelle au rucher. Quand on fait des VP100, on va pouvoir estimer si ça a plutôt bien marché, moyen marché ou pas du tout marché. Et c'est assez bien corrélé. Alors c'est quand même des tendances ici que j'ai mis dans le tableau pour fixer les idées, on va essayer de les confirmer sur les prochaines années, mais on observe ces choses-là, donc il y a vraiment un intérêt à faire une alternance des molécules, et si on fait encore un pas en arrière et qu'on essaie de voir la lutte contre le varroa d'une manière globale, il y a un intérêt à passer à ce qu'on appelle à une lutte intégrée, qui n'est pas du tout une invention, c'est une adaptation à l'apiculture d'un concept utilisé dans le monde agricole, qui est de se baser sur une pyramide d'actions qui s'emboîtent l'un dans l'autre et se complètent mutuellement pour arriver à une maîtrise de la population. Et on ne se base pas uniquement sur le 4e et dernier étage qui est celui du médicament, mais sur des étages préalables qui nous permettent de limiter, mesurer, connaître et agir au bon moment de manière à optimiser tout ça. Et c'est un peu le regret qu'on a, c'est qu'on s'est mis depuis les années 80 à traiter contre le varroa en faisant feu de tout bois. Et on a utilisé des molécules, surutilisé des molécules avec toutes les façons de les employer que vous connaissez mieux que moi. Et on est surtout sur des stratégies de monothérapie et d'abus de la monothérapie en augmentant les doses trop souvent. Et ce n'est pas une stratégie qui est amenée à nous amener très loin, c'est une stratégie qui va dans le mur. Et c'est plutôt l'IPM, la lutte intégrée, qui pourrait éventuellement nous permettre de faire de l'apiculture de façon plus pérenne. Alors j'ai mis une citation de M. Collin de l'INRA qui nous dit que ce n'est pas en augmentant la dose ou la fréquence qu'on va résoudre le problème, mais plutôt de réfléchir à utiliser le médicament comme un outil et non pas comme une fin en soi. Et donc on va essayer de voir un peu ce qu'il y a derrière ces différents étages. Je ne vais pas faire trop de suspense. Il y a différents étages et pourquoi et comment est-ce qu'on les adapte à l'apiculture. Ça peut être assez simplement partir d'un terrain favorable. Alors pour les cultures végétales, c'est peut-être plus simple que pour l'animal, mais nous, ça nous invite à veiller à la bonne santé des colonies de base, donc assurer les besoins de la colonie. On a parlé de la nutrition tout à l'heure. On peut aussi dire que de manière générale, lorsqu'on emmène les ruches dans une zone saturée en abeilles et que la mielée visée n'a pas lieu, c'est l'occasion pour toutes les ruches de se piller mutuellement, de s'épuiser sur des faibles ressources et de souffrir de famine. Et on sait que la présence d'une forte densité de ruches dans l'environnement d'un rucher est corrélée avec plus de virus, plus de pathogènes et plus de varroa. Donc ça, c'est des choses qui sont défavorables à la santé de l'abeille. Donc ça, on a plus ou moins la mainmise sur ces choix stratégiques. On peut décider de où on met nos ruches. Donc essayer de privilégier des choix intelligents de sites. Et on peut aussi citer la sélection de l'abeille VSH, par exemple, comme étant une solution de terrain.
enfin, la sélection génétique à la résistance varroa, c'est une solution d'avoir un terrain favorable, vu que le varroa ne progressera pas ou plus pareil dans une population d'abeilles résistantes, au moins en théorie. Donc ça, c'est le premier niveau. Je n'ai pas forcément beaucoup plus à vous dire sur le premier niveau. Je peux vous parler du niveau de suivi de l'infestation qui, pour nous, techniciens, est fondamental parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir une réflexion sur tous les ruchers qu'on suit. Et ben, c'est pareil pour vous. Si vous faites ce travail de suivre le varroa, de compter les varrois, vous aurez la possibilité d'avoir une réflexion argumentée sur l'état dans lequel vos ruches sont et dans lequel elles seront le mois prochain ou d'ici la fin de l'année. Et je pense que j'enfonce des portes ouvertes, hein, vous connaissez les concepts, chute sur l'ange, lavage VP100. Ça permet de ne pas être aveugle face à la réalité de l'infestation et ça permet d'anticiper l'arrivée des symptômes. Moi, je discute souvent avec les apiculteurs qui me disent « Ah, mais je vois rien à l'œil, mes ruches vont bien, donc c'est que ça va. » Et quand je vais chez eux, je fais des prélèvements, je leur dis « Ben non, tu vois, tu es à 8% d'infestation, donc visuellement, il n'y a pas un seul impact sur ton couvain ou sur tes abeilles, mais le mois prochain, je te paye une bouteille, tu verras dans quel état elles seront. » Et on peut agir de manière préventive, on peut anticiper les symptômes, et c'est largement préférable. Je vais employer quelques diapos pour argumenter ça. Largement préférable que de réagir une fois seulement que les symptômes apparaissent et qu'on est en phase terminale de la maladie. Donc le suivi de l'infestation est un outil utile pour choisir les stratégies de lutte qu'on mettra en place, qui sont donc l'étage 3 et l'étage 4 de la pyramide. Et pour l'étage 3, on en a déjà parlé tout à l'heure en parlant de l'encagement, c'est le principal outil de lutte biomécanique que nous conseillons, la cage, laquelle on peut discuter après en aparté, la petite ou la grande, celle que je vous ai présentée où on met des grilles à reine verticales et on ne cherche pas la reine ou une autre. Il faut réfléchir pour intégrer cela dans son itinéraire technique et ses pratiques apicoles en fonction du temps disponible, etc. Il y a d'autres méthodes qu'on pourrait citer comme le retrait de couvain qui est rapide mais sacrifie du couvain, le griffage pour ceux qui sortent de la lavande. Il n'y a plus beaucoup de couvain, 2 coups de griffe, on passe hors couvain avec une méthode bio efficace et très rapide et on peut faire d'oxalique efficace derrière. Et enfin, le piégeage dans le couvain mâle au printemps, c'est quelque chose qui est pratiqué par certains et qui montre des résultats intéressants. Vous savez que lorsque l'on coupe le couvain mâle au fur et à mesure du mois d'avril, mai, juin, environ 3 ou 4 fois dans l'année, on a significativement baissé la population varroa de la fin d'année. En général, pour simplifier, on dit qu'on gagne 1 mois sur l'infestation. Ce qui n'est pas rien. Lorsqu'on a une mielée tardive qui s'éternise, 1 mois de plus ou de moins, ça fait des fois la différence. Et je vais vous mettre des simulations mathématiques pour argumenter tout cela. Donc ça, c'est une approche lutte populationnelle qui ne suffira jamais à juguler le varroa à lui tout seul, mais qui vous invitera, qui permettra aux abeilles de mieux passer la période estivale jusqu'au traitement final de fin d'année, qui sera l'étage ultime de la pyramide, sur lequel je n'ai pas grand-chose à vous apporter parce que vous connaissez les médicaments. On va plutôt essayer de discuter sur comment est-ce qu'on fait pour choisir quelle molécule on utilise, comment est-ce qu'on peut conseiller de faire une alternance logique le plus logique possible. Malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses à ces questions, et aussi les questions de date de traitement, importance du traitement d'hiver, qui seront voilà, les derniers étages de la pyramide. Je pense que j'étais un peu rapide, mais j'espère que c'est clair, sinon on reviendra dessus. Et de la même manière que tout à l'heure, on vous a présenté les mérites techniques contre varroa versus les coûts de la mise en place d'une lutte biomécanique, à chaque fois, ce genre de méthodologie donc bien faire l'objet d'une réflexion de l'apiculteur. Il y a des coûts à mettre en place un encagement, des comptages et tout, mais quels sont les bénéfices ? Et il faut faire la balance entre les coûts et les bénéfices. Si tu perds du temps au printemps un peu, est-ce que ça vaut quand même pas le coup finalement sur un bilan annuel par rapport au fait que tu économises des ruches qui ne vont pas mourir, donc tu gratteras moins de ruches au printemps suivant, tu auras moins de rachats de matériel à faire. Donc ça, c'est des stratégies d'analyse technico-économique que nous proposons systématiquement dans les ADA. Il y a différents projets qui ont mis en place ce genre de réflexion et on espère à chacun de trouver la meilleure façon d'optimiser la lutte varroa. Donc vous n'avez pas tous les mêmes exploitations, il y a des tailles différentes, en bio ou pas, des transhumances, des impératifs dans l'année, et à quel moment vous allez pouvoir glisser telle ou telle méthode, à quel moment un comptage sera utile, à quel moment un traitement ou une découpe de couvain mâle sera possible. Donc ça, c'est des choses à réfléchir en amont, et les ADA, en général, vous proposent de réfléchir sur ça.
J'ai une petite diapo là qui rappelle, bon ça c'est peut-être pas pour vous très intéressant parce que vous êtes déjà apiculteur, mais ça rappelle le fonctionnement de l'infestation varroa, une courbe exponentielle, hein. Grâce au Covid on sait tous comment ça marche plus ou moins, ça va très très vite à la fin alors qu'au début c'est très très plat, et on a effectivement toute une période au printemps où les abeilles sont saines en apparence et il n'y a aucun dégât visible en tout cas, que des dégâts invisibles sur la durée de vie ou la capacité de vol de l'abeille qui est réduite, mais ça n'est pas observable. Et l'infestation va augmenter doucement jusqu'à la période phase 2, et tout d'un coup, ça a une inflexion autour du mois de juin-juillet en général, et on rentre dans la phase d'explosion de l'infestation, et c'est là qu'apparaîtront progressivement les symptômes que vous connaissez. Et c'est déjà bien tard pour lutter, parce que le temps de se retourner, de faire un aller-retour à la mielerie, vous êtes passé en phase 4, et la population varroa a encore doublé, et là vous êtes dans l'effondrement. Donc ça, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes pour l'apiculteur parce qu'on peut sous-estimer la réalité de l'infestation jusqu'à ce qu'elle te pète au nez. Et on n'a plus le temps de réagir. Mettre un traitement qui dure 12 semaines lorsqu'on est déjà en phase 3 ou 3,5, c'est plus réaliste. Il faut faire des méthodes plus rapides. Et j'ai piqué aussi à Guillaume de l'ADAPI cette merveilleuse animation. Vous avez ici la simulation de ce que c'est qu'une courbe exponentielle pour le varroa. Vous avez en premier cycle un seul varroa dans la ruche. Et puis au bout d'un cycle, vous en avez 2, et puis ils vont doubler, donc ce sera 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64, et donc l'explosion rapidement arrive, et vous avez ici une augmentation de 1 varroa. On est passé à 64 en seulement 6 cycles de reproduction, donc 6 fois 3 semaines, qui correspond à peu près à la saison apicole. Donc vous voyez effectivement en quoi le fait de commencer l'année avec un seul varroa ou 100, ça peut drastiquement changer le devenir de votre colonie et sa performance sur la mielée de l'été. Alors, pour aller un peu plus loin que cette mise en image, on a aussi une mise en équation de l'évolution du varroa grâce à ce qu'on appelle le varroa modèle de Randy Oliver, qui était venu à la Occitanie il y a 2 ans. Il a fait un super travail de simulation de la quantité de couvains et d'abeilles dans une colonie en fonction des entrées de nectar, et c'est adaptable à différents types d'environnements. Et en fonction de ces quantités d'abeilles et de couvains mâles et femelles, il a pris les références scientifiques disponibles pour déduire la quantité de varroa qui pourra se reproduire et quel est le taux de reproduction des varroa. Et donc du coup, étant donné leurs propres problèmes de vie, durée de vie, reproduction préférentielle, couvain mâle, couvain femelle, comment est-ce que ça va évoluer dans l'année? Donc là, vous avez grosso modo la courbe avec tous les éléments, et vous avez la courbe bleue qui reprend le taux de varroa pour 100 abeilles. Et cette modélisation nous permet d'avoir une réflexion globale sur ce qu'on observe dans la ruche et comment évolue réellement l'infestation varroa lorsqu'on traite à tel moment ou à tel moment. Et ça nous permet de faire des prédictions, de réfléchir avec les apiculteurs sur la dynamique du traitement, sur l'effet que le couvain apporte, un effet de réserve de varroa. Alors on va traiter en plein mois de juillet lorsqu'il y a beaucoup de couvains, on a une belle efficacité, mais en fait il y a tellement de varroa dans le couvain qui passe à côté du traitement que derrière il y a quand même une infestation résiduelle qui va quand même poser des problèmes en fin d'année. Ça nous permet de faire une réflexion plus argumentée, de sortir surtout de la réflexion simpliste où on se dit j'ai traité, pourtant il reste des varrois dans la ruche, donc ça n'a pas marché. En fait, on arrive à avoir grâce à ce modèle-là, comprendre que même si le médicament marche à 95%, derrière on peut très bien avoir encore trop de varrois. Et donc on est obligé d'avoir une méthode complémentaire du type traitement hivernal ou autre. Et moi, ça m'a permis de distinguer dans mes modèles, dans les suivis de mes ruchers chez mes adhérents, de faire la distinction entre des apiculteurs qui ont traité avec un médicament qui marche très très bien, mais ils ont traité trop tard, donc du coup derrière ils ont trop de varroa, alors que le médicament n'est pas en cause, et de faire la distinction avec ceux dont les varroa résistent effectivement au médicament, et on ne peut pas leur dire que c'est la faute d'avoir traité trop tard, ils ont traité comme il faut, où il faut, et pourtant ça n'a pas marché à cause du médicament qui ne marchait plus. Donc ça permet de distinguer l'un de l'autre, et des fois on est dans des cas intermédiaires où les deux sont en cause. Donc je vais essayer de rentrer dans ce modèle-là, je vais vous présenter une version simplifiée du modèle, parce que là il y a beaucoup de courbes, c'est peut-être compliqué. Là, vous avez les surfaces jaune-orange, c'est les abeilles et le couvain. La ligne rouge continue, c'est la population varroa, et la ligne bleue avec les chiffres, c'est l'indice VP100 qui augmente. Et vous avez un moment, un crash, donc là à partir du mois d'octobre-novembre, ça passe en rouge, parce que la ruche a craché, il n'y a plus d'abeilles vivantes, et tout le monde s'effondre. Alors je vais essayer de vous simplifier ça en ne gardant que la courbe de l'évolution de la population varroa, j'enlève les autres.
Mais l'idée, ça va être de réfléchir sur le fait que traiter à tel ou tel moment, ça va avoir telle ou telle conséquence sur la courbe. Et là, par exemple, diapo suivante, c'est la même courbe avec les mêmes chiffres de base. On part de 100 varrois initiaux au 1er janvier et on traite en mois de juillet. Donc ça change légèrement. Vous voyez, là, c'est sans traitement, on passe à 4,6 de varrois jusqu'à 6,4%, puis 9,7. Et si on traite au 1er août, ici, on a une mise en place progressive du médicament avec une mortalité de 60% des varrois chaque quinzaine, comme ça que marche le modèle par quinzaine. On tue 60% des varrois chaque quinzaine pendant 12 semaines, et cela fait un total de 99,5% d'efficacité, le cas idéal. Un médicament est censé marcher à 99% d'efficacité minimum, et ça nous permet, ici dans le cas idéal simulé par le modèle, de retourner à une population de varrois tout à fait maîtrisée, où on voit qu'on termine l'année avec peu ou prou la même population qu'on avait commencé. On avait commencé avec 100 varrois, on termine au 31 janvier avec 134. Bon, d'ici la reprise de la ponte, il y en a encore 10 ou 20% qui vont mourir. Donc, globalement, voici le cas idéal et théorique qu'on devrait pouvoir obtenir dans chacune de nos ruches. Utiliser une fois un médicament très efficace, ça peut faire le job, à condition de traiter au bon moment. Et donc ici, voilà, donc il reste encore 134 varrois au 31-12, donc il y a encore un peu de couvain en octobre-novembre. Donc après le traitement, il y a quand même encore un peu de couvain de varrois qui se reproduisent, donc là, ça remonte un petit peu la population totale. Donc ça, c'est des questions de fin de saison qui peuvent aussi avoir une influence assez forte sur la population varrois de l'année suivante. Donc là, j'enlève tout, je simplifie, je garde uniquement la courbe varrois. C'est le même graphique qu'avant, j'ai uniquement gardé la courbe varrois, on part de 100 varrois au 1er janvier, on arrive à 3-5 varrois pour 100 abeilles au au 31 juillet, on traite au 15 juillet, on traite le 15 juillet, et on a le traitement qui a une action progressive sur les varrois. C'est souvent le problème, c'est que le traitement il va s'étaler sur 12 semaines. 12 semaines, c'est long, ça nous amène jusqu'à la naissance des abeilles d'automne, d'hiver, et donc du coup, on n'aura pas forcément eu un élevage des abeilles d'hiver dans la bonne période, avec des nourrices bien déparasitées. Les nourrices seront seulement plus ou moins déparasitées, ce ne sera pas terrible. Donc on arrive ici dans le cas idéal du traitement 99% à maîtriser la population varrois, mais qu'en est-il si l'efficacité baisse ? Ici, je vous ai mis différentes courbes. Il y a toujours la même courbe verte foncée à 99%, et je vous ai mis une verte claire où l'efficacité diminue seulement de quelques pourcents, on passe à 95%. On voit que dans ce cas-là, je vois si le pointeur marche de nouveau. Donc on voit que dans ce cas-là, la courbe verte à 95%, on n'arrive pas à 130 varrois, mais plutôt à 500 varrois en fin d'année, ce qui est beaucoup trop. Donc là, on commence déjà à avoir une mise en évidence de besoins de stratégies hivernales complémentaires. Et si on est dans des cas de résistance importants du type efficacité du médicament qui plonge à 80% ou à 85%, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait est très très faible, on voit que l'évolution de la population varrois, elle est largement plus problématique, avec ici toute une population varrois résiduelle très importante sur lequel votre couvain va devoir subir des dégâts. Donc là, on voit la représentation théorique d'un problème d'efficacité dû à l'acquisition d'une résistance de vos varrois. Et si vos varrois ne meurent plus qu'à 80% sur un médicament, vous voyez bien qu'il est absolument irréaliste de l'utiliser de manière cohérente pour pour assurer la santé de vos abeilles d'hiver. Donc vous voyez la manière dont la population diminue, c'est presque plat, quoi. Alors que là, vous êtes vraiment dans une courbe qui descend et qui plonge très rapidement. Là, vous êtes presque plat, donc vous arrivez en octobre, vous avez encore 6000 varrois dans les ruches, et bien sûr, votre couvain sera impacté. Alors voici une mise en évidence, vous en doutiez, si vous perdez en efficacité, le médicament n'est plus intéressant. Ce que je voulais amener, c'est la diapo suivante, où vous avez l'hypothèse d'utiliser un médicament qui marche très très bien, mais pas au bon moment. Donc on part toujours de la même courbe, on est à 100 varrois au 1er janvier, l'infestation galope, on arrive à 3 ou 4 ou 5% de varrois phorétiques à la fin juillet, et au lieu de traiter, parce que pour moi c'est un repère autour de 3, 4, 5% de varrois phorétiques, c'est le moment de traiter. C'est à peu près ce qu'on a identifié comme le seuil de dommage économique à partir duquel les colonies patinent et la production de miel se ressent et est impactée fortement. Et si on ne veut pas traiter à ce moment-là et qu'on attend encore un mois, on va laisser galoper l'infestation, elle va passer non pas à 5% mais à 15%, et on va traiter à ce moment-là, avec un traitement hyper efficace à 99%, le résultat sera celui présenté en vert pomme, il sera très mauvais.
Comme vous le voyez, la quantité de varroa qu'il y a dans cette zone-là de la courbe est énorme. Vous êtes monté de 7000 varrois jusqu'à 14 000. Ben, tous ces varrois-là, ils grignotent vos larves et vous avez un effet énorme sur les générations suivantes d'abeilles. Et vous avez beau traiter avec un médicament efficace, s'il est mis trop tard et que vous n'avez pas fait gaffe à l'infestation de vos ruches, ben, ça ne servira à rien, presque à rien de traiter, c'est trop tard, vous allez essayer de courir après quelque chose qui est déjà en phase terminale, quoi. Alors évidemment, on peut avoir tous les problèmes en même temps, hein. On peut aussi traiter avec un médicament qui ne marche pas un mois trop tard, ça donnera ce genre de courbe rouge. Un traitement inefficace traité un mois trop tard, ben vous avez voilà, aucun intérêt. Et ce que vous voyez là, effectivement, c'est plutôt voilà, l'effondrement de la population se décale et vous avez ici une grande quantité de varrois et une quantité de varrois résiduels qui est trop, 1500 varrois, qui est largement trop importante. On dit qu'il faut plutôt 50 varrois en fin d'année et pas 1500, quoi. Et donc si vous avez commencé l'année avec 100 varrois, que vous faites un traitement comme ça, vous terminez avec 1500 varrois, si ça se trouve ça passe l'hiver, mais ça ne passera pas le prochain hiver, quoi. Donc là vous avez de nouveau une phase où les dégâts aux abeilles sont importants et poseront problème. Donc en gros le message pour moi c'est de vous dire que oui, il y a un problème de résistance des médicaments, des varrois aux médicaments, il faudra bien réfléchir à alterner, mais aussi il faut bien réfléchir à traiter au bon moment, parce que si vous traitez avec un produit qui marche mais vous traitez trop tard, ben, vous n'obtiendrez pas l'objectif qui est d'avoir des abeilles d'hiver en bonne santé. Donc c'est pour vendre le fait de faire des comptages varrois, pour vous souligner l'importance qu'il y a à surveiller et à connaître l'état de vos colonies. Et on peut rentrer maintenant un peu plus dans les détails du comptage varrois. C'est peut-être pas utile. On a des fiches techniques qui existent en accès libre sur Internet pour vous expliquer comment on fait un lavage d'abeilles ou comment est-ce qu'on suit les chutes naturelles et comment est-ce qu'on interprète ces chiffres. Donc j'avais prévu de passer rapidement là-dessus. Donc voilà, les chutes naturelles, c'est peu invasif, mais pour moi c'est assez inutile. Parce qu'on a un chiffre de nombre de varrois qui sont tombés pendant la semaine, mais il est à reporter sur une quantité d'abeilles qu'on ne connaît pas. Le fait d'avoir 5 varrois qui tombent par jour sur une colonie de 3 cadres ou de 10 cadres, c'est pas la même chose. Donc pour moi, ce chiffre, en tant que tel, il n'est pas très utile. Et je préfère largement le comptage par lavage d'abeilles, qui pose le gros problème de tuer des abeilles pour faire un comptage au détergent. Il y a des variantes au sucre glace ou au CO2 qui peuvent être utilisées. Pour le cas du sucre glace et sous condition de ne pas être emmêlé, on peut l'utiliser. Pour le cas du CO2, c'est nul, c'est vraiment nul, parce qu'il y a une variabilité du taux de varroa décroché qui est énorme. En fait, vous décrochez à peu près 50% des varrois présents dans l'échantillon, plus ou moins 50%. Pour simplifier, donc c'est absolument pas précis. Le CO2 n'est pas un bon outil de comptage. Par contre, le lavage au détergent ou le lavage au sucre glace, ça c'est plus utile. Vous avez ici la photo du fond du panier, vous avez fait un rinçage, vous avez des débris d'abeilles, des petites pastilles de cire, et vous avez des varrois partout, et vous pouvez facilement les compter et rapporter ça au nombre d'abeilles que vous avez dans l'échantillon, et ça vous donne un indice qui est relatif à 100 abeilles, et qui peut être comparé d'une ruche à l'autre, d'un rucher à l'autre, d'un apiculteur à l'autre, et qui est assez utile pour réfléchir à la stratégie de lutte varroa, avec ce genre de repères sur des dates clés. C'est du travail que de compter. On fait ce travail parce qu'on va pouvoir décider d'un comportement, pouvoir résoudre une question. Et en sortie d'hiver, ça va être essentiellement de se demander si le traitement dès l'hiver a obtenu le résultat escompté. Et si c'est le cas, vous aurez 0 varroa dans l'échantillon. Mais si vous voyez 1 varroa sur % abeilles ou 0,5 varroa pour 100 abeilles, vous pouvez vous attendre à ce que vos ruches rentrent dans la souffrance et dans la varrose avant la fin de l'année. Donc du coup, vous pourrez anticiper les problèmes et réagir en mettant en place une stratégie et un itinéraire technique qui anticipe ces problèmes. Après, en fin d'été, pour nous, avec les millets tardifs, c'est très intéressant de faire le tri des ruches pour distinguer celles qui sont suffisamment propres pour encore faire un mois de mielé, de celles qui ont déjà atteint les 4-5% d'infestation, sur lesquelles il vaut mieux pas laisser les hausses pendant un mois, mais plutôt les descendre et les couper en deux, faire des essaims, faire quelque chose, mais ne pas laisser galoper l'infestation. Et enfin, en fin d'année, après les traitements, le fait de faire un comptage vous permet de regarder, de comparer avec ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a après, et donc vous pourrez avoir une idée de quel niveau de sensibilité ont vos varrois à vos médicaments. Si vous avez utilisé un mitraz pour la 1000e fois d'affilée et que cette fois-ci vous remarquez que vous avez plus de varrois après traitement qu'avant traitement,
Ben voilà, c'est que vous avez observé que vos varrois sont résistants et qu'il est temps de changer de molécule. Et ça peut être une façon, voilà, c'est une des principales méthodes pour détecter des résistances que vous pouvez vous-même utiliser. Donc voilà, c'était des petits rappels rapides sur le suivi de l'infestation. À quoi bon faire ce travail? Ben, c'est une information utile pour piloter la stratégie globale de lutte. Et j'ai prévu quelques diapos encore pour présenter l'approche lutte populationnelle, rappeler sur les principes de fonctionnement. Notamment celle de l'iceberg, qui est une belle métaphore de l'infestation varroa. Et on a environ moins de la moitié des varrois qui sont hors du couvain sur les abeilles adultes. Ça peut être seulement 10% hein, suivant les périodes de l'année. Il n'y a pas de règle générale, mais c'est très très variable suivant la quantité d'abeilles et de couvains. Mais c'est toujours une minorité. Et lorsque vous vous mettez en position hors couvain, grâce à un retrait, un encagement ou autre, eh bien vous avez solutionné un gros problème qui est que les médicaments n'atteignent jamais sous l'opercule, à part l'acide formique. Et donc vous avez la méthode de placer les colonies hors couvain pour pouvoir faire un traitement n'importe lequel. Tous les traitements qui existent marchent mieux quand il n'y a pas de couvain. On a présenté tout à l'heure l'encagement grille à reine. La petite cage, la grande cage, il y a plein de choix différents. Les grilles à reine verticales pour encager sans chercher la reine. Ça prend des temps par ruche très variés suivant la méthode utilisée. Voilà, encore des photos de cage pour dire que ça marche bien, qu'il y a globalement peu de rejet de reine, même s'il y a 10 ou 15% il peut y avoir jusqu'à 10, 15, 20% de rennes qui ne sont pas réacceptées au décagement. On peut quand même utiliser cette méthode-là. Et je vous avais remis la même vidéo que ce matin, mais je crois que vous l'avez tous vu, hein, sur la méthode de l'encagement grille-reine verticale, qui est ici résumée par un petit schéma, où on va ouvrir la ruche et intercaler des grille-reines verticales au hasard entre les cadres, et que la reine va donc être bloquée quelque part. Ce que je n'ai pas précisé ce matin, c'est lorsqu'on fait cela, la reine va continuer à pondre pendant les 2 semaines, 3 semaines, et lorsqu'on revient, on a un compartiment avec la reine et du couvain. On prend ce couvain, on le jette, parce que pendant 3 semaines, ce couvain a siphonné tous les varrois de la ruche. Tous les varrois de la ruche qui cherchent le couvain pour se reproduire sont allés se ficher dans ce couvain-là. Et donc, c'est des cadres de couvain qui ont siphonné les varrois. Ils sont quand même bien confits, et ce n'est pas forcément utile de les réutiliser pour faire des essaims. Par contre, les réutiliser pour faire du feu, c'est pas mal. Et derrière, on resserre la colonie en fin oxalique, d'égouttement ou deux, et on a, a priori, déjà fait un traitement efficace et rapide dans vos colonies. C'est des méthodes qui sont assez appréciées par des apiculteurs professionnels qui n'ont pas le temps de chercher la reine. Voilà, c'était ma petite vidéo, ma petite diapo de ce matin. On y reviendra si vous voulez tout à l'heure. Et vous avez également d'autres méthodes pour éliminer le couvain d'une ruche, qui peuvent être aussi simples que de le retirer comme ça d'emblée a cappella. Vous ouvrez la ruche, vous retirez le couvain, vous resserrez, et vous avez une ruche hors couvain en 1 minute de manipulation. C'est très rapide pour des cas d'infestation forte, ça pourrait tout à fait se justifier. Lorsque les abeilles, les larves du couvain sont tellement infestées qu'elles n'auront aucun espoir de vivre, autant le sacrifier, gagner du temps. Et la méthode pour les apiculteurs qui font de la lavande, c'est de griffer les quelques patchs de couvain qui restent après la mielée pour garder les cadres, mais éliminer le couvain avec un coup de griffe. C'est des méthodes que vous devez connaître, je pense. Et on a, dans le projet Dynamite, on a pu comparer la perte de population d'abeilles qu'il y avait suivant l'infestation varroa de la ruche. Donc le fait d'avoir un encagement sur une ruche qui est très infestée de varroa, ça va poser problème parce que les abeilles sont déjà impactées par le varroa et elles ne vont pas avoir une durée de vie aussi élevée que d'habitude. Et ça va être déconseillé d'encager une colonie lorsqu'elle est infestée à plus de 4%, parce qu'on a remarqué que la dépopulation pouvait dépasser les 50% de la population d'abeilles. Donc lorsque la ruche est déjà très infestée, le fait d'encager, c'est demander aux abeilles adultes de vivre encore 3 semaines pour repartir sur une colonie hors couvain. C'est irréaliste. Si la colonie est trop infestée, elle n'aura pas cette durée de vie et elle va s'effondrer au moment du décagement, et elle n'aura jamais la capacité de remonter la pente et d'hiverner de nouveau une belle colonie. Alors que c'est le cas lorsque la colonie est très peu infestée, moins de 2%, la colonie encaisse très bien la période hors couvain et remet le couvain en place derrière et arrive tout à fait à hiverner des populations intéressantes. C'était un petit résultat que j'avais glissé là. Et j'étais en train de faire la liste des méthodes populationnelles, et donc je voulais aussi citer le retrait de couvain mâle que nous avons déjà évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est des méthodes fonctionnelles qui vous permettront d'attendre, de réduire la pression du varroa. Et je vais revenir à mes courbes pour vous montrer de quelle manière cela va avoir une action sur
la courbe du varroa. Donc là, vous avez, sans lutte populationnelle, le même scénario que tout à l'heure. On a commencé avec 100 varrois, et au 15 juillet, on traite soit avec un médicament vert qui marche ultra bien, soit avec le médicament rouge qui ne marche pas du tout. Et vous avez donc deux courbes très différentes. Et lorsque je mets en place une lutte populationnelle au mois d'avril, par exemple, ici, 4 découpes de couvains mâles successives, j'ai une courbe en pointillé bleu qui est plus basse parce que j'ai retiré des varrois. On estime que globalement, 4 découpes de couvains mâles, c'est bien. Ça vous permet d'avoir une action significative de l'ordre de 20%, 25% de population varrois en moins. Et vous voyez qu'on n'atteint plus le pic de 7000 varrois au 15 juillet, mais qu'on atteint plutôt un pic à 5000 varrois, ce qui n'est pas du tout le même tabac pour nos abeilles. Et donc, vous avez gagné en pression varrois. Ça vous permet éventuellement de décaler le traitement du 15 juillet jusqu'au 15 août, ce qui reviendrait à remonter de nouveau à 7000 varrois dans votre colonie. C'est une souplesse de pilotage des colonies qui peut être intéressante pour pas mal d'apiculteurs et les milliers d'été. Mais voilà, donc là, j'ai le graphique suivant, j'ai décalé d'un mois. Donc on revoit que si je traite pas au 15 juillet ou au 15 août, je suis remonté ici à 8000 varrois. Donc c'est beaucoup. Éventuellement, les abeilles vont quand même le sentir passer, ça va quand même avoir un impact sur les générations suivantes, mais ce sera encore dans le domaine du maîtrisable. J'ai l'impression, en tout cas, dans mon rucher, ce serait encore maîtrisable. Donc voilà, pour résumer un peu ces différentes réflexions autour de l'empilement des stratégies de lutte, le fait d'avoir un terrain favorable autant que possible, le fait de faire un suivi pour savoir la réalité du terrain et ne pas rester aveugle face à l'infestation, afin de mettre en place les outils nécessaires au bon moment, que ce soit de la lutte populationnelle ou que ce soit les médicaments. Alors j'ai encore pas mal de choses à dire sur les médicaments, ce sera le dernier chapitre. Et je voulais vous inviter éventuellement à revoir tout ce que je viens de dire calmement dans un article écrit dans le Flash Abeille, magazine gratuit que nous distribuons par mail dans le Grand Est, mais qui peut très bien arriver dans votre boîte mail si vous le voulez. Ou alors à consulter le guide de l'ITSAP qui s'appelle « Établir sa stratégie varroa », qui est assez chouette, assez documenté, qui reprend en détail toutes les étapes que j'ai expliquées, qui vous détaillera encore plus tout ce qu'on sait sur l'encagement ou les autres méthodes de lutte. Voilà, donc ça c'est des sources intéressantes pour, si vous voulez revenir sur ce qu'on raconte. J'ai aussi une vidéo sur YouTube, on a enregistré une présentation de cette pyramide sur le YouTube de l'ADA Grand Est, si vous voulez regarder à nouveau ce genre de présentation. Et je vais terminer en parlant de la 4e et dernière étape, celle que vous connaissez le mieux. Donc je vais de nouveau enfoncer des portes ouvertes, mais je vais surtout essayer de discuter de la question A, quelle molécule, et en fonction de l'alternance qu'on veut faire, comment est-ce qu'on optimise l'alternance, quand traiter, ça c'est un rappel pour les apiculteurs, peut-être les moins chevronnés d'entre vous, et le traitement d'hiver, est-il un indispensable? La réponse est oui, de mon point de vue. Et vous avez ici un rappel de tous les médicaments disponibles en France, avec la présence de phénomènes de perte d'efficacité sur la plupart d'entre eux, sauf pour le formique ou les médicaments à base d'acide oxalique, mais a priori, ces médicaments qui posent d'autres problèmes. Le formique a un impact sur les colonies, on en a parlé tout à l'heure, et l'acide oxalique est surtout et uniquement efficace hors couvain. On l'a vu également pour la lanière Calistrip qui est en AMM depuis cette année, où malgré le fait que ce soit une lanière d'oxalique à longue durée, elle reste avant tout efficace hors couvain. En fait, tous les médicaments présentent des limites. Donc c'est irréaliste de se baser uniquement sur le bon médicament comme unique stratégie de lutte contre le parasite. Il faut vraiment donc enchaîner cette pyramide de méthodes. Et lorsqu'on parle de choix de la molécule, parmi tous ces mauvais choix, lequel faire, ça va être très difficile de vous répondre. Pour tout le monde, il n'y a pas de règle d'or, il y a juste des concepts de base qui sont basés sur l'alternance des molécules et la connaissance du contexte de votre rucher. Donc savoir ce que vous avez fait, dans quel état sont vos varrois, à quoi ont-ils été déjà soumis ou habitués, et avoir une réflexion pluriannuelle à votre niveau en fonction de votre contexte de rucher. Donc voilà, alterner les molécules, c'est quelque chose qu'on dit depuis 20 ans et qu'on constate aujourd'hui à quel point c'est important. Je vous ai montré par des graphiques que la réversion de la résistance à la mitrace pouvait être rapide, mais encore faut-il faire une alternance des molécules. Et choisir les molécules va poser des choix stratégiques complexes
Et même déjà, on a observé que des apiculteurs qui n'avaient jamais utilisé l'apistan pouvaient déjà avoir des problèmes de résistance. Donc c'est assez compliqué. Les stratégies avec des molécules bio, des encagements, semblent tout à fait conseillables dans la mise en place d'une stratégie pluriannuelle. Et peut-être que 2 molécules, ce ne sera pas suffisant, qu'il faudra réfléchir avec 3 molécules sur 3 ou 4 années différentes avant de revenir au début de la boucle et repartir sur un cycle. Alors, au niveau du contexte du rucher, vous avez le comptage des varrois en début, avant traitement et après traitement qui vous donne de l'information sur l'efficacité du traitement et donc potentiellement la résistance des varrois. Au niveau de la DAG Grand Est, on a ce travail de suivi au fur et à mesure de la saison qui permet de gagner un peu de temps, puisque je fais des tests prédictifs au mois de juillet avant la mise en place des traitements. Alors je suis obligé d'attendre le mois de juillet pour avoir le maximum de varrois dans les ruches. Et je reviens dès que je peux auprès de l'apiculteur pour lui dire bah, t'avais acheté de la pivard, bah, je te déconseille de l'utiliser, garde ton carton et dépêche-toi de trouver autre chose. Alors il est bien content que le conseil arrive si tard, évidemment, il aurait aimé l'avoir plus tôt, mais on ne peut pas le faire s'il n'y a pas assez de varrois. Donc c'est un exemple de service que nous on propose et qui pourrait éventuellement être capitalisé dans d'autres ADA, reproduit et proposé. Par contre, on aura du mal à faire le tour de tous les adhérents, hein, c'est clair. On pourra juste voilà, soulever un coin du tapis, mais pas faire le bilan de tout le monde. Et enfin, le dernier point de la diapo, c'est les limites techniques des médicaments sont liées à une dose et une durée d'application qui sont conseillées. Bien sûr, c'est à respecter stricto sensu. Bien sûr, les questions de format de ruche, température pour les acides formiques et les thymol et autres gaz bio sont très importantes. Et donc, tout ça, c'est des évidences qu'il faut rappeler. Vous avez les RCP qui sont disponibles sur Internet. Vous avez les GDSA, les vétérinaires, les techniciens des ADA pour discuter et se faire conseiller. Donc là, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais plutôt présenter un tableau qui récapitule tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les temps d'alternance et les pauses recommandées pour les médicaments. Et vous voyez beaucoup de rouge, inconnu, pas d'infos, parce qu'en fait, on n'en sait rien. On a très peu d'informations sourcées, documentées sur les temps de pause recommandés pour les médicaments. Et c'est bien le problème, et c'est bien pour ça qu'on essaye de gratter un peu sous le tapis pour voir ce qu'on peut dire dans un contexte France 2025, parce qu'on a des conseils du type temps d'attente tofluvalinate entre 4 et 5, 6 ans, mais c'est des publications, des travaux assez maigres finalement sur une publication unique d'il y a 20 ans. J'aimerais bien avoir des données un peu actualisées pour voir si c'est constant ou si ça a évolué. Pour la mitrase, on n'a aucune donnée, on ne sait pas, vu que c'est assez nouveau d'attester, de mesurer, de suivre l'évolution de cette résistance. On est déjà aujourd'hui capable de vous dire que c'est vrai, ce n'est pas uniquement une illusion d'optique, il y a vraiment un problème de résistance et on est en train de lever un coin du tapis en disant que là, sur le cas de 2 ruchers en Grand Est, 2 ans de pause, c'était bien. Est-ce que c'était assez? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pareil chez vous? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Oui. Et donc je vais terminer là-dessus. Oui, ben, c'est bien, j'arrive à la fin là. Et donc du coup, vous voyez le tableau, les pauses recommandées, on n'a pas d'infos, la flux-métrie, on n'a pas d'infos, peut-être que c'est différent que sa sœur, la tofluvalinate, le thymol, on n'a pas d'infos, acide formique, acide oxalique, toujours aucune résistance connue à ce jour, on en discutait tout à l'heure en aparté, on s'attend bien sûr à ce qu'il y en ait une un jour qui arrive. Est-ce que ça prendra 5 ans, 10 ans, 50 ans? Je ne sais pas, mais en biologie, dès qu'on agit sur une cible pour faire une pression de sélection à base d'insecticides, la cible s'adapte. Donc on sait que ça nous pend au nez, mais on ne sait pas si ça va être rapide, comme pour le tofluvalinate, ou très lent, comme pour la mitrase. Voilà, donc j'ai déjà parlé du Calistrip Biox, qui était un peu voilà, la petite nouveauté, on en a parlé tout à l'heure, on rappelle qu'effectivement il est conseillé hors couvain, et oui, effectivement, lorsqu'on fait un test, on voit que ça marche plutôt bien quand c'est hors couvain. Du coup, on ne sait pas trop comment l'utiliser de manière intelligente, vu que si on est hors couvain, on peut faire un dégoûtement. C'est tout aussi, voire même mieux, plus rapide. Et donc du coup, c'est plutôt utilisé en hiver. Éventuellement, il y a aussi une stratégie de lutte hivernale qui est très complémentaire à cette lutte automnale. Donc on a vu qu'on partait de 100 varrois théoriques au printemps avec un médicament qui marche très bien. On termine plus ou moins à 100 varrois. Mais si le médicament marche moins bien, on termine avec 100, 500, 1500 varrois. Et dans ce cas-là, le traitement hivernal, ça va être clé. Il est censé être très efficace, hors couvain. Vous avez une efficacité théorique de 90-95% qui vous permettra de ramener la population varrois du 31 décembre à un niveau correct et attendu. On a la valeur en tête de 50 varrois résiduels théoriques qui est censé vous garantir la bonne santé de vos colonies. Donc c'est des valeurs un peu sorties du chapeau, mais on peut les garder à l'esprit. Et je vais terminer pour rappeler oui, que le traitement oxalique en hiver, c'est très bien.
On avait un essai sur la question, ça s'appelait Vinvar. On avait en gros conclu qu'en absence de couvain, un dégouttement, c'est très très bien. Ça fait le même job que 4 sublimations. Donc si vous êtes certain qu'il n'y a pas de couvain dans votre rucher, faites donc un dégouttement, ça suffira largement. Par contre, si vous n'êtes pas certain, ou même si vous savez qu'il y a du couvain, que vous avez de nouveau une reprise de la ponte, oubliez le dégouttement et multipliez les applications d'oxalique par sublimation. Alors on peut des fois faire un mélange, un dégouttement et une sublimation, c'est pas mal, ça donne des bons résultats. 4 sublimations d'affilée, ça donne des très bons résultats. Mais dans ces cas-là, vous mettrez le masque du jeune homme parce que ça va être important de se protéger, n'est-ce pas? Mais vous êtes censé le savoir. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Varomède, apibioxal, même résultat. Donc on n'a pas vu de différence suivant qu'on sublime telle ou telle marque d'acide oxalique. Bah, c'est de l'acide oxalique, donc il marche pareil. Donc ça c'est très bien, prenez la marque que vous voulez. Et on était surpris dans cet essai, je me rappelle qu'on avait été surpris de voir qu'on n'avait pas du tout une efficacité aussi forte qu'attendue. On pensait qu'on allait atteindre une moyenne de 90-95. Et bien pas vraiment, parce qu'on avait quand même un petit lot de ruches, 10 à 20% des ruches, qui avaient des mauvaises efficacités et sur lesquelles on n'a pas dépassé, on a à peine dépassé les 60% de mortalité des varrois, alors même qu'on était hors couvain. Donc on était surpris de voir que dans ce suivi, qui a duré 2 ans, on avait des échecs de traitement de l'oxalique en hiver hors couvain. Donc attention, là encore, il semblerait qu'il y ait des subtilités et que l'efficacité ne soit pas garantie. Donc c'est pour ça que vous avez tout l'intérêt de cumuler toutes les stratégies dont nous avons parlé en ce moment-là, cette fameuse pyramide, pour pouvoir ralentir la mise en place de les résistances et maximiser la santé de vos colonies. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais je voulais encore terminer en vous avouant qu'il y avait des questions en suspens. On n'a pas tout compris. On se pose la question du risque de résistance à l'acide oxalique et l'ITSAP est en train de mettre au point un protocole pour tester et suivre la sensibilité en labo. Donc de la même manière qu'on a fait des tests avec des pétis là où on prenait des abeilles, des varrois, on va essayer de mettre en place un protocole pour suivre l'oxalique. On se pose des questions aussi sur les liens qu'il y a entre charge varroa et virus et environnement. Alors on sait bien que ça joue ensemble. C'est pas toujours la même chose suivant les contextes et on aimerait en savoir plus. Bon, ça c'est pour un peu regarder dans la boîte noire, ça nous intéresse. Et on se pose des questions aussi sur comment faire une lutte collective coordonnée de manière départementale ou régionale ou autre, en sachant qu'on a besoin de à chaque fois réfléchir au contexte de chaque rucher. Ça va être compliqué de trouver une stratégie collective optimum pour tout le monde, et on ne sait pas trop comment ça va pouvoir évoluer, cette idée de PSE. Voilà, et enfin la question sur le temps d'attente avant de réutiliser un médicament. Donc on va continuer l'étude, on va continuer à prendre des données et on va essayer de convaincre d'autres ADA de nous rejoindre pour avoir des données dans d'autres contextes et pouvoir vous donner des informations plus complètes. Voilà, et je remets les sources que j'ai citées. On a le flash abeille, on a le guide technique, on a aussi le guide inthérapie qui était sorti il y a 2 ans sur la question des résistances. Il est très bien fait et vous aurez pas mal d'informations sur ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui sur ces résistances. Et ben voilà, et puis je voulais encore remercier ici la photo de ma stagiaire devant 43 pots de pétis, donc elle a compté beaucoup de varrois, on s'est amusé. C'est assez long, mais c'est pas hors de portée d'une ADA de mettre en place ce genre de tests qui sont quand même... je suis très content parce qu'on n'était pas sûr que ça donnerait des résultats aussi beaux et aussi corrélés à la réalité que ce que j'ai pu vous montrer ce matin, enfin cet après-midi. Donc là, on est quand même content, c'est validé, quoi. L'outil est utile et performant pour suivre ces questions-là. Donc on espère que ça vous aidera à faire les bons choix dans vos exploitations. Merci à vous. Petite question. Au plus près, il faut le coller à la peau. Sur le menton. Ah, il n'est pas allumé? Sinon, je la répète, la question. Oui, bah c'est vrai que tu fais bien de rappeler que je n'ai pas parlé de ça. Si on passe à des stratégies oxaliques au printemps, oxalique en été, oxalique à l'automne et oxalique à l'hiver,
Bah, on met la pression de sélection de ouf, très très importante sur, sur cette résistance-là. Donc ça va accélérer l'acquisition de la résistance à l'oxalique. Ouais. Ben, c'est ce qu'on voit dans certaines exploitations, parfois même en France. Ils mettent des lanières d'oxalique dès le printemps, ils en remettent en été, ils en remettent en automne. Et du coup, je m'attends à ce que chez eux, on a le problème de la mise en place d'une résistance. Ça peut être très rapide. On pourrait flinguer rapidement cette nouvelle stratégie de lutte qui est proposée par les lanières d'oxalique qui permettent de changer un peu la manière de lutter contre le varroa. C'est important de garder une rotation des molécules. Alors il y a la bithérapie, mais pas au même moment. Il ne faut jamais mélanger deux médicaments en même temps. Mais si vous faites une molécule A en automne, une molécule B en hiver, c'est déjà pas mal. Vous passez 2 coups de peigne différents, ça embête la mise en place d'une résistance. Et si vous avez une rotation sur plusieurs années de différentes molécules, c'est encore mieux pour éviter que ça se mette en place une résistance. En ce moment, j'entends parler d'apiculteurs qui font que de l'oxalique, plus que de l'oxalique, depuis 2, 3, 4, 5 ans. Ça risque de poser problème, déjà de la part des varrois qui résistent, mais aussi pour l'aspect sanitaire des abeilles qui n'aiment pas forcément l'oxalique à haute dose. On sait que trop d'oxalique en dégoûtement, ça a des conséquences sur la vitalité des abeilles. Ça abîme la cuticule et ça peut aussi avoir des problèmes de ce côté-là. Donc je ne vais pas, moi, de données pour vous répondre maintenant sur la manière de trop utiliser l'oxalique en lanière, mais ça semble pas inopportun. Merci pour ta présentation, Alexis. Tu m'as un peu cramé ma question là. C'est-à-dire, il me semble que dans WinVar, c'était ce qui donnait les meilleures efficacités, c'était le dégoûtement en hiver, de mémoire. Est-ce que la répétabilité du dégoûtement est proscrite en hiver? Ouais. On a des données, notamment la DAPI qui a travaillé là-dessus. 3 passages d'oxalique en dégoûtement en hiver, on est sûr qu'on fait mal aux abeilles. Un passage est conseillé, il est déconseillé d'en faire 2. 2 passages, on n'est pas forcément encore dans la souffrance mesurable des abeilles, mais on sait que l'oxalique en dégoûtement, c'est pas toujours bien vécu par les ruches. Déjà, on ouvre la ruche en hiver, on la mouille. Alors on essaye de faire ça toujours quand la grappe est un peu dégrappée, donc une journée à 8-9 degrés c'est un minimum pour pouvoir agir et que le médicament soit bien réparti et agisse bien, mais ça mouille la grappe et s'il refait froid dans les 3 jours qui suivent, ça peut être embêtant, mais le fait de le reproduire 3 fois de suite, ça va être une certitude qu'on abîme, on réduit la durée de vie des abeilles. La répétabilité une deuxième fois, moi j'ai envie de dire, en tant que technicien, je n'ai pas le droit de vous dire quoi faire, par contre votre vétérinaire peut le dire. Il y a des recommandations d'usage des produits qui sont disponibles sur l'internet, et souvent les médicaments oxaliques vous disent c'est un dégoûtement par hiver, et si vous voulez sortir de cette recommandation pour tout le monde, c'est auprès d'un vétérinaire qu'il faut se renseigner, qu'il est censé expertiser l'état des ruches et vous apporter un conseil éclairé, que moi je ne suis pas en mesure de vous donner. Alexis, j'ai lu, mais je me souviens plus de la source. Je suis là. Hop. Sur la question des résistances, des protocoles de piégeage successifs sur un cadre bâti dans une cage avec la reine. Oui. Et sans utilisation de médicaments. Oui, ça peut être intéressant. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus parce que j'ai jamais suivi dans le détail. Mais le fait de l'engagement dont on a parlé avec les grillaines verticales où la reine elle pond sur 2-3 cadres, si vous retirez au bout de 3 semaines ces 2-3 cadres qui ont été pondus, ils ont siphonné les varrois de la ruche. Une grande partie des varrois sont dans ces cadres-là. Il restera 10, 15, 20, 30% sur les abeilles adultes. Et le fait de les prendre, de les prélever, de les mettre au feu, ça vous soulage déjà énormément la colonie. Et c'est le moment de faire un oxalique en dégoûtement, peut-être 2 en saison. Tu vois, j'ai beaucoup d'apiculteurs qui me disent effectivement ils préfèrent faire 2 dégoûtements, pas 3 en tout cas. Et ça peut être peut-être, comme tu dis, utilisé en routine de retirer un cadre tous les cycles ou presque, mais je ne sais pas. 7 ou 9 jours. Mais du coup, ça a quand même un impact sur la dynamique des colonies parce que tu leur retires un cadre de couvain. On a vu en tout cas sur le piégeage du couvain mâle qu'il n'y avait pas d'impact sur les récoltes. Le fait de couper donc un demi-cadre d'Adam, en fait on met un cadre de hausse d'Adam dans le corps, en dessous du cadre il y avait bâtisse en sauvage du mâle, elles font du mâle. Le fait de couper ça 4 fois, ça revient à retirer 2 cadres, ça n'a pas d'impact significatif sur la production de miel. Donc ça semble opérationnel jusqu'à une certaine limite. Mais je n'ai pas connaissance détaillée de la méthode que tu évoquais. Si la lutte thermique que j'ai pas évoquée, il est possible de tuer les varrois en prenant le cadre de couvain, en le mettant pendant quelques heures dans une température contrôlée.
C'est difficilement adaptable au rucher, surtout professionnel, mais ça existe et ça marche. Oui, je vais poser la question con. Est-ce qu'il y a espoir d'une recherche d'une nouvelle molécule? À espoir toujours. Mais est-ce qu'il y a des pistes? Non. Merci. Non, il y en a, bien sûr, il y a des pistes, mais ce n'est pas forcément des nouveautés. C'est-à-dire que les catalogues des molécules qui existent sont très importants et ils essaient de faire une lecture de tout ce qui existe dans le catalogue et de voir qu'est-ce qui tue le varroa, mais ne tue pas l'abeille. Et en général, soit ils trouvent quelque chose qui ne tue rien du tout, soit ils trouvent quelque chose qui marche contre les deux. Donc c'est dur de trouver une molécule qui marche surtout où il y a un delta de dose. Ça, c'est très dur. Donc malheureusement, non. Et puis c'est des secrets de firmes, ils ne communiquent pas dessus tant que le médicament n'est pas validé. Donc là, on avait Veto Pharma qui était là, donc ils me disent, oui, ils continuent de travailler sur des nouvelles pistes. Ils ont des plans X, Y et Z, mais je ne sais pas quoi il y a derrière. Donc on peut espérer. Mais malheureusement, je pense qu'il est plus réaliste de se baser sur un pilotage, un piégeage, des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui ne sont pas nouvelles. Moi, j'ai lu un magazine Abeilles de France 1978, le varroa, ce danger qui nous menace. Je l'ai relu récemment. Il parle d'encagement, il parle de rotation des molécules. Enfin, moi, j'ai rien inventé, j'ai juste redit les mêmes choses qu'en 72. Voilà, mais bon, c'est toujours important de le répéter. Alexis, merci beaucoup. Avant ton retour dans le Grand Nord, je vais peut-être optimiser ta présence ici et te poser moi-même une question. Parce que du coup, tu indiquais que le griffage de couvain, c'était interdit en bio. Non? Mais ça semble bien, contre... Ouais. Non. C'est plus interdit? Alors excuse-moi, c'était indiqué, mais par contre, tu dis que enlever les mâles, pas de problème, et laisser s'effondrer les ruches, pas de problème? En bio? Pourquoi est-ce que le cahier des charges il est écrit ceci, il autorise cela et pas cela? Il n'y a pas forcément de logique. Il ne faut pas s'attendre à une logique inébranlable en tout cas. Et peut-être que les spécialistes des apiculteurs bio pourront me renseigner parce que moi je ne suis plus en bio et je croyais qu'on n'avait pas le droit de retirer des abeilles du couvain. Mais ça peut peut-être être toléré dans un cadre d'une lutte varroa. C'est une bonne question, mais je ne suis même pas assez expert pour te dire ce qu'il en est d'autorisation factuelle. Je veux bien que tu répondes. Pour le bio? J'aime bien le mot tolérer, ouais. Ouais, tolérer. Tolérer dans une action sanitaire, à vocation sanitaire. Ouais, mais c'est un peu à discuter avec l'organisme de contrôle. Peut-être que des organismes de contrôle différents ont des opinions différentes là-dessus. Mais voilà, retrait griffage interdit en bio. Il me semblait qu'effectivement, toute intervention sur le couvain et les abeilles était à proscrire de manière à maximiser leur bien-être. Et comme tu le dis, le bien-être d'une ruche infestée, il est à mettre entre guillemets. Ça serait en effet bien dommage qu'on ne puisse pas faire du griffage. Et Ce peut-être serait qu'il faudrait très en toucher deux mots à l'INAO ou je ne sais pas. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait avoir des arguments techniques et objectifs et c'est pas ceux-là qu'ils entendent le mieux. Merci de travailler là-dessus, Alexis. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, je voulais savoir si c'est pertinent du coup d'utiliser un lange d'acide formique l'hiver et l'acide oxalique le reste du temps. Donc de faire une bithérapie sur l'année en utilisant une molécule acide oxalique à un moment et formique à un autre. Et formique l'hiver, quoi, en lange, pas en... Alors là, tu parles des traitements qui ne sont pas autorisés, donc je ne suis pas en capacité de répondre. Je ne les connais pas. Mais l'acide formique l'hiver, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'en hiver, il y a des conditions de température qui ne sont pas forcément idéales. Je pense que c'est plutôt adapté à des températures entre 20 et 30 degrés. Il me semble qu'il y a des recommandations d'usage en dessous de 30 degrés, c'est sûr, mais au-dessus de 20, il me semble qu'il y a aussi un plancher minimum. Si tu l'utilises en plein hiver quand ça gèle, il n'y aura pas la même diffusion, tu n'auras pas les mêmes impacts. Alors, c'est une question qui, alors c'est pas de mon domaine de compétence parce que moi en tant que technicien ADA, j'ai pas le droit de donner un guideline, c'est des travaux de vétérinaires et de GDSA à la limite dans un cadre d'un plan sanitaire de lutte régionale. Mais là j'essaie d'ici de récapituler le peu qu'on sait et après il faudrait trouver effectivement comment on peut enchaîner chacune de ces molécules sur un cycle, je suppose de 3 parce qu'un cycle de 2 ça me paraît être un peu court. Danser la valse avec seulement 2 molécules ça va être compliqué. Il faudrait peut-être une 3e molécule. Moi, personnellement, je ne suis pas en bio, mais cette année, j'ai traité en bio. Pour arrêter d'être traité avec la même molécule que toujours. Et l'an prochain, je ne sais pas si je ne vais pas passer de nouveau à telle molécule, mais pas revenir sur la mitras tout de suite, quoi. Mais c'est une réflexion à se poser au niveau des ADA et au niveau des GDSA, qui sont des gens qui ont le droit de réfléchir au plan sanitaire d'élevage et à comment faire, quoi.
Après, le contexte de chaque rucher, il est à prendre en compte. Donc vraiment connaître vos ruches, connaître leur réaction aux médicaments et savoir ce que vous pouvez vous permettre de faire dans votre circuit d'exploitation. Vous n'avez peut-être pas l'occasion de traiter avec l'encagement ou le couvain mâle. C'est peut-être pas possible, mais ce serait bien de trouver le moment. Merci Alexis. Je voulais juste rajouter une remarque par rapport à la toxicité de l'acide oxalique. On parlait des ouvrières, mais il y a aussi des travaux qui ont été publiés dans la littérature scientifique, je pense que ça a une dizaine d'années, sur la toxicité, pas que de l'acide oxalique, mais aussi d'autres choses, sur les mâles. Et souvent un truc qu'on n'a pas en tête, et je pense que voilà, c'est utile de le rappeler. Et notamment la publi à laquelle je pense, elle montrait que l'acide oxalique, c'était le pire sur la capacité de fécondation des spermatozoïdes des faux bourdons. Donc voilà, et moi sur le terrain, j'ai pu le remarquer à l'insémination, des ruches à mâles qui étaient très infestées, parce que bon, ça attire les varrois, donc on a peut-être envie de les traiter en dégoûtement, voilà. Et c'était dégueulasse, vraiment à prélever c'était horrible et l'insémination marchait très mal et après j'ai vu cette publi-là et ça me semblait tout à fait cohérent. Donc juste je voulais ajouter ça. Mais c'est intéressant parce que dans les points de sélection il faut des banques à mâles et des banques à mâles c'est des bombes à varrois et on se retrouve dans des situations... donc du coup si en plus tu traites et que ça détruit les spermatozoïdes... Ben, je ne suis pas un expert varroa traitement mais il y a de un ce que moi j'ai lu, acide oxalique c'est peut-être pas la meilleure solution dans ce cas-là ou en tout cas se poser la question, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait sur le fait d'utiliser lanières oxaliques au printemps, été, automne. Ben, ça risque d'avoir des conséquences sur la santé des colonies. On les évalue encore mal, mais ça aura certainement un impact. C'était pour revenir sur la question de la destruction de couvents en bio. Ouais. Alors de mémoire, j'avais un peu épluché le cahier des charges de l'INAO et c'est dans un contexte de récolte où on ne pouvait pas sacrifier du couvain, donc avoir du couvain en hausse à ramener à la miellerie. Et ça n'avait rien à voir avec l'aspect sanitaire ou une stratégie de lutte en fait. Merci pour ta lecture du détail du texte. C'était libre d'interprétation du coup. C'est problématique effectivement quand ça l'est parce que des fois certains OC vont être très très drastiques sur l'interprétation alors qu'il faut avoir les arguments pour répondre et défendre l'utilisation que vous faites. Ouais, alors la première là. Alors pas celle-là avec le texte, uniquement en texte alors. Est-ce que tu pourrais Alexis répéter la question ? Il veut regarder. On me demande de remettre une slide qui était vers la fin. Une slide pour les listes de médicaments AMM autorisés, c'est celle-là dont tu me parlais. Donc vous avez en bleu les conventionnels. Alors finalement, il n'y a que 2 molécules. Tofuvalinate, lumétrine, c'est quasiment la même molécule. Alors quand on vous dit on a plein de solutions contre le varroa, il y a une liste de 16 médicaments. Oui, 16 médicaments, 3 molécules. Quoi. Bon, 4 allez, avec l'acide oxalique. Ne l'oublions pas. Donc c'est pas très fourni malheureusement. Et tu avais une question particulière sur la liste? Non, c'était pour la commenter. Merci beaucoup Alexis. Du coup, on aimerait te garder jusqu'au bout de la nuit, mais malheureusement, il y en a qui ont de la route. Et moi aussi. Et je crois un CA juste après. De toute façon, j'imagine qu'on pourra peut-être avoir accès à cette présentation, parce que je crains qu'il y en ait beaucoup qui ont envie d'afficher ça dans leur chambre. Du coup, on va pouvoir le mettre chez nous. Merci à toi. Peut-être un tour d'applaudissements. Merci. Et merci à l'ADA Occitanie pour nous inviter et nous proposer des belles journées comme celle-ci.